Ce matin, la première masterclass nous a montré les outils et les approches innovantes à porter autour de l'IA. Et derrière l'IA, vous avez pu le voir et l'entendre ce matin, le grand enjeu aussi, c'est le travail à partir de la donnée. Comment est-ce qu'on va exploiter l'ensemble des données qui sont liées à votre activité au quotidien? Alors ces données-là, elles peuvent être utilisées de manière prospective dans le champ de l'intelligence artificielle. Elles peuvent aussi être utilisées de manière beaucoup plus quotidienne et immédiate dans la mise en place de process de gestion par la donnée qui permettent de repenser, d'améliorer et d'augmenter le pilotage de votre activité sous différents aspects. On va en parler, on va parler de tous ces termes qui aujourd'hui accompagnent ces nouveaux outils de pilotage de la gestion. On va parler de business intelligence, de dashboard, de tableau de bord, essayer de mieux comprendre ce qu'il y a derrière ces termes-là, voir aussi comment ils peuvent s'implanter dans vos entreprises et la manière dont ils peuvent améliorer les différents pans d'activité au quotidien. Pour en parler, je vous demande d'accueillir très chaleureusement nos experts. Ils sont 4 pour cette table ronde-là. Romain Issard, Jérémy Leperlier, Romain Renard et Frédéric Basile me rejoignent sur scène sous vos applaudissements. Et pendant que vous installez, je vous présente rapidement Romain Issard, directeur général de Lomaco, éditeur spécialisé dans les logiciels, qui va fêter ses 60 ans en 2026. Vous ne les faites pas. Vous avez refondu il y a 10 ans vos outils en logiciel web et vous nous parlerez justement de ces fameux outils de pilotage de gestion qu'on va pouvoir explorer ensemble. Jérémy Leperlier, associé chez Rich Conseil. Vous suivez depuis 12 ans le développement de ces outils de BI, Business Intelligence, dans différents secteurs auprès de grands groupes comme de PME. Avec nous, Romain Renard aussi. Vous dirigez le groupe Ambulancier Renard, une entreprise familiale qui a commencé dans un petit village de Lyon et qui s'est beaucoup développée en Bourgogne-Franche-Comté, en Seine-et-Marne, avec 150 ambulances, 300 VSL. Et Frédéric Basile, vous dirigez dans les Alpes de Haute-Provence, Verdigne, une société avec ses 24 ambulances et 22 VSL. Et tous les deux, évidemment, vous portez aussi une conviction et un usage autour de ces nouveaux outils dont vous pourrez témoigner. On va tout de suite commencer en essayant de mieux comprendre ce que sont ces outils qui permettent d'avoir un pilotage de la gestion par la donnée, avec ces tableaux de bord, avec ces dashboards, avec cette business intelligence. On va décrypter ces termes-là, bien évidemment. Mais je voudrais commencer en plantant le décor avec vous, Romain Issard. Qu'est-ce qui fait que les acteurs d'un secteur comme le transport sanitaire sont de plus en plus amenés à adopter ce type d'outils de gestion assez innovant et reposant sur la donnée et l'usage de la donnée? Il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'ils en sont un peu contraints, mine de rien, depuis quelques années, et que c'est le marché et son évolution qui les a poussés à devoir utiliser ça. Alors bien sûr, ce n'est pas des choses qui sont innovantes dans le reste des activités, mais l'entreprise a 60 ans, moi je suis un peu plus jeune que ça, donc je vais pas faire l'historique, mais c'est vrai que moi, depuis grosso modo 2018, je vois une évolution qui est forte, que ce soit en termes réglementaires, ça a commencé avec l'article 80, puis après avec les avenants 10, 11, la certification des flux, qui viennent mettre de la complexité dans le travail des équipes de régulation, de facturation, de gestion du temps. Il y a aussi, évidemment, on en a parlé tout le week-end et sans doute depuis 2-3 ans sur les congrès, l'impact économique de l'augmentation des charges fixes des entreprises qui n'est pas suivi en termes de tarifs. Donc du coup, forcément, mathématiquement, il y a une réduction des marges. Et quand il y a une réduction des marges, ça nous oblige à tous, que ce soit nous, éditeurs et eux, à réfléchir à comment on vient les optimiser avec les données que l'on a aujourd'hui, avec un tarif qui évolue peu et qui est incertain, et des charges qui, elles, augmentent, et avec une perspective économique qui est très difficile à lire. Donc il faut essayer de l'optimiser au maximum pour essayer de travailler sur les deux pans, que ce soit la charge et le produit. Alors l'optimisation, elle passe déjà, elle va de plus en plus passer par ces nouveaux outils, je le disais, qui fleurissent un peu avec des terminologies qu'on utilise sans forcément toujours savoir ce qu'il y a derrière. On fait de la data visualisation, on fait du dashboarding, on fait de la business intelligence. Jérémy, je le disais tout à l'heure, vous accompagnez l'essor de ces outils depuis une douzaine d'années. Avant qu'on aille les explorer, est-ce que vous pouvez rapidement, on va le voir à l'écran, nous expliquer un petit peu ce qu'il y a dans ces outils-là et comment, voilà, à quoi correspondent ces différents types d'outils. On va voir le slide s'afficher à l'écran.
Régis, peut-être si vous le permettez, une petite question avant que je passe à la définition, à l'explication de ces termes. Peut-être c'est déjà qui dans la salle a déjà mis en place un outil de BI, en tout cas connaît le terme, en a mis en place chez eux et l'exploite aujourd'hui. Donc à main levée pour le réveil après la pause, après la pause déjeuner. Nous n'avons pas une majorité, on a ce qu'on appelle dans l'Assemblée nationale une majorité très relative. Alors pour rentrer dans les termes et peut-être pour commencer par le terme le plus vaste, celui de la BI, donc vous l'avez repris, donc la business intelligence, donc il a de commun avec l'IA, l'intelligence. C'est vraiment toute la chaîne de traitement de la donnée, depuis finalement des capacités à pouvoir aller se connecter aux différents outils qui produisent de la donnée, les ERP, les outils de facturation, les outils de planification, tous ces différents outils, que ce soit des données internes ou externes à l'entreprise, la capacité à venir les traiter pour pouvoir faire de la mise en qualité, pour pouvoir venir enlever potentiellement des doublons, vérifier qu'il n'y a pas de mauvaises données qui ont été saisies ou des données aberrantes, venir les structurer pour pouvoir les faire parler derrière avec toute la partie, ce qu'on appelle des indicateurs et des axes d'analyse, et enfin tout l'usage de ces données. Et c'est là où on retrouve finalement les termes de dashboard, tableau de bord. C'est vraiment la capacité à exploiter de façon dynamique la donnée. C'est ce qu'on voit le plus aujourd'hui. La capacité, on clique, ça filtre, on prend un site, une agence, un collaborateur, et on peut voir l'ensemble des données qui se mettent à jour. On a un autre usage qui représente, on va dire, un bon 15% de ce qu'on voit aujourd'hui. C'est le côté un peu plus statique, officiel, les rapports, les reportings qu'on communique, qu'on diffuse, souvent commentés. Et enfin, un usage qui est plutôt dédié, je dirais, aux contrôleurs, aux experts, aux analystes, plutôt pour aller exploiter la donnée quand ils ont des questions clés. Donc derrière tout ça, aujourd'hui, on retrouve d'autres termes un peu plus modernes. Je ne vais pas m'étendre sur tous les termes techniques. On entend parler de data lake, d'entrepôt de données, de lakehouse, etc. C'est tous les termes un peu qu'on met derrière ces différentes briques de stockage et de traitement de la donnée. Et peut-être le dernier terme, parce que vous en avez parlé, de la data visualisation, c'est vraiment la capacité à faire ressortir, à faire parler la donnée d'un point de vue visuel. Parce qu'on le sait tous, parfois un schéma vaut mieux qu'un long discours et d'une ribambelle de chiffres dans un fichier Excel. Et donc c'est vraiment cette capacité, que ce soit dans les tableaux de bord, dans les rapports, à mettre en évidence et en lumière les différentes données. Donc on a la business intelligence qui va chercher la donnée, qui la prend, qui l'exploite, qui la traite, et puis on a ce qui permet d'avoir l'interface derrière, le tableau de bord, le dashboard, qui permet d'avoir une certaine modalité de visualisation pour piloter l'activité, tout ou partie, on va le voir tout à l'heure. Je disais, vous suivez depuis 12 ans ces outils. Comment est-ce qu'ils ont évolué? Parce que c'est de la technologie, donc ça avance et ça avance vite. En 12 ans, comment vous avez vu évoluer ces petites bêtes? Alors quand je suis arrivé, moi quand j'ai démarré sur ces sujets de business intelligence, on est sorti de l'époque de... Certains peut-être on a entendu parler Business Objects, Cognos, etc., Reporting Services, où je dirais on était dans une ère où on mettait à disposition de la donnée plutôt de façon statique, donc plutôt du reporting, des rapports, pour déjà diffuser l'information de l'entreprise. Quand j'ai démarré, on a vu arriver sur le marché de nouveaux acteurs qu'on n'avait pas vu venir. Tableau, qui a été racheté par Salesforce. On retrouve maintenant leader sur le marché aujourd'hui Power BI, qui est né il y a à peine une quinzaine d'années, qui a mis en avant finalement la logique de data visualisation et de self-service. L'objectif derrière tout ça est changer un peu le prisme de la donnée, de se dire, au lieu que ce soit l'IT qui construise les rapports, qui font les reportings, on va mettre dans la main des utilisateurs la capacité à exploiter la donnée pour sortir leurs analyses. Donc vraiment changer la façon de consommer la donnée. Donc c'est l'utilisateur qui requête, qui demande. Exactement, en fait ce qu'il veut. À partir de données qui sont mises à disposition. Donc je dirais on est passé d'un mode peut-être plus rapport à quelque chose de beaucoup plus dynamique, de beaucoup plus visuel. Et ces dernières années, finalement, ce qu'on revoit en commun, je parlais de BI, IA, c'est aussi l'intégration dans ces solutions de l'intelligence artificielle, que ce soit en amont dans toute la partie traitement de données, et surtout aussi en aval dans la partie exploitation, puisque maintenant on a la capacité sur les tableaux de bord de poser une question et d'avoir tout de suite la réponse où l'IA va interpréter les différentes données qui s'y trouvent. Là, on a un exemple à l'écran de tableau de bord, c'est pas dans le transport sanitaire, mais on voit un peu ce qu'on peut
avoir à l'écran comme type de données, ce qu'on appelle des KPI, des indicateurs qu'on va utiliser. Romain, ça se structure comment ce type de tableau de bord généralement? Est-ce qu'il y a un modèle type ou est-ce que chacun un peu invente le sien? Il y a un paquet de modèles types, mais la spécificité du métier de l'ambulance, quand on va parler de BI ou d'interprétation de KPI, c'est que le plus gros travail à faire, c'est la fiabilisation de la donnée. En réalité, faire ce genre de choses-là, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué. Ce qui est un peu compliqué dans l'ambulance par rapport à ce que l'on aurait ailleurs, c'est qu'on va avoir plein de corps de métiers différents au sein même d'une entreprise où il va falloir croiser des données avec différents logiciels, etc. Mais le plus compliqué, et ce qui a été fait beaucoup au début, là, jusqu'à il y a une dizaine d'années, c'est la fiabilisation de la donnée. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple qui est le plus bête et méchant possible, mais moi, quand j'ai mon BI à Lomaco, que j'observe mon chiffre d'affaires, j'ai deux données, j'ai mon chiffre d'affaires et j'ai mes commandes non facturées. Aujourd'hui, un chiffre d'affaires d'ambulance est incroyablement complexe, ne serait-ce que par l'évaluation d'une mission en régulation que l'on va avoir, qui va partir entre un contrat qui est très complexe et qu'il faut l'évaluer d'un côté, entre de la facturation caisse, entre une part mutuelle, entre du patient, etc. Et la fiabilisation de la donnée dans le milieu ambulancier a été très compliquée. Et une fois qu'on sait ce que l'on veut, c'est assez simple. Mais quand on est avec des chefs d'entreprise ambulanciers, il y a trois questions qu'on se pose autour du BI ou autour de n'importe quoi. C'est quoi, donc quel KPI on veut remonter, le comment. Le comment, il est finalement assez simple parce qu'on sait où aller chercher de la donnée et le pourquoi on le fait. Et le plus important, c'est surtout de pourquoi on le fait, trouver la raison pour laquelle on veut remonter ce KPI et comment on veut le manager. Et après, derrière, on va chercher à savoir comment on va le faire. Au départ, on trouve que c'est simple. Et puis finalement, en fait, on se rend compte qu'il y a tout un tas de données et on a beaucoup de travail à faire sur la fiabilisation de ces données-là pour qu'elles puissent être interprétées par le manager ou la DAF ou autre. Alors, pour reprendre un peu les choses, parce qu'on a plein d'acronymes et donc on vous bombarde de plein d'acronymes, il y a donc cette business intelligence qui permet d'aller chercher de la donnée, de la prendre, de l'extraire et de la traiter, de l'amener sur ce type de tableau de bord aménagé pour vous et par vous. Sur ces tableaux de bord, il y a les KPI qui sont les indicateurs que vous allez choisir, KPI. Vous suivez jusque-là, ça va ? Et l'enjeu, c'est de trouver les bons KPI et surtout d'avoir derrière les données qui permettent d'avoir les bons indicateurs. C'est ça. En fait, c'est vrai qu'on vulgarise pas trop et c'est pas très bien, mais en fait, l'idée d'un outil de BI, qui soit en interne ou qui soit via un prestataire de service, que ce soit un réseau ou un conseiller que l'on a à côté, c'est en gros ce qu'on appelle un incubateur de données qui va pouvoir venir récupérer des données de votre ERP, de votre gestion du temps de travail, d'un logiciel que vous auriez pour la gestion de flotte, la gestion de stock, etc. et qui va venir être capable de piocher dans toutes ces bases de données-là pour en sortir souvent à J+1 parce qu'on va travailler sur des copies de bases de données, pour venir vous sortir des tableaux de bord, un peu comme vous le souhaitez, sans être obligé de sortir des tableaux Excel à droite, à gauche et de venir croiser des données. C'est ça le principe du BI. Et on peut faire des tableaux de bord, on peut faire des KPI, des indicateurs, partout où il y a de la donnée. Donc dans une activité ambulancière, on peut intégrer beaucoup de pans de l'activité là-dessus. Oui, c'est un peu ça qui a généré, vous en avez parlé pas mal ce matin autour de l'IA, mais en fait, au-delà de l'IA, c'est surtout la digitalisation globale du métier. Et en fait, plus on a digitalisé, plus on a créé de la data que l'on est capable aujourd'hui d'interpréter, de venir croiser dans différentes choses. Je le prenais avant. Moi, en tant qu'éditeur de RP, j'étais capable de sortir tout ce qui venait de la facturation, de la régulation. Maintenant, l'enjeu, c'est d'être capable de le croiser avec des données qui vont provenir de la consommation d'essence, de l'achat de matériel pour les ambulanciers, etc., qui sont aujourd'hui pas de mon ressort. C'est pas des choses que je gère dans mes ERP, mais aujourd'hui et demain, ce sera un des enjeux. Oui. Alors, on va aller un peu sur le terrain, voir comment tout ça marche. En commençant avec vous, Romain Renard. Pourquoi est-ce que vous êtes venu à ce type d'outils et de modèles du coup de gestion, et en quoi est-ce que ça transforme le pilotage de l'activité à votre niveau ? Pour une entreprise comme la mienne, qui est en évolution, avec plus de 250 salariés, l'idée de piloter, c'était plus à l'intuition et avec des tableurs Excel, comme le disait Romain, c'était plutôt, j'avais des besoins autres. Et on s'est aperçu qu'avec le volume des missions, la gestion des plannings, tout était devenu trop complexe, la relation avec les partenaires, la CPAM. Et on est venu sur l'utilisation de ces outils
pour avoir une gestion en temps réel de notre activité, voir tout de suite les dysfonctionnements qui pouvaient se produire et pouvoir agir sur de la base de faits réels, en fait. Donc, concrètement, en fait, ça a été plutôt d'arrêter de chercher l'information, perdre moins de temps pour chercher l'information, mais plus de temps pour agir. Et avec un pilotage qui peut se faire à votre niveau et à tous les niveaux. Voilà, C'est-à-dire, tout le monde n'a pas le même tableau de bord. Chacun va avoir des tableaux de bord adaptés à son endroit de compétence. Ouais, exactement. Donc on a dû, là c'est là où on parlait sur les KPI, où on a dû bien les échelonner sur chaque niveau chez nous, entre les directeurs d'exploitation, les DAF, etc. quoi. Fred Basile, vous, alors, société plus petite que celle de Monsieur Renard, comment est-ce que vous avez, quel besoin vous avez eu aussi d'aller vers ces outils? Ça fait 4-5 ans que vous les développez de manière assez forte. Et en quoi ça change l'activité à l'échelle de votre entreprise? On se rend compte que quand moi j'ai commencé, quand j'avais 25 ans, quand j'ai commencé, il suffisait de se lever le matin, démarrer son ambulance et ça fonctionnait. Et ça a bien changé. Et même malgré ça, moi j'avais besoin, je fais des situations trimestrielles, je faisais à la main mes chiffres d'affaires journaliers, mes masses salariales, pour essayer de voir comment ça pilote. Mais tout ce qu'on a vu aujourd'hui et hier, on se rend compte que le métier devient compliqué, que c'est plus simplement allumer son ambulance pour gagner de l'argent, et qu'il faut être plus fin que ça. Et on le voit à travers les PDA, à travers les outils de commande, qu'on amasse une quantité de données qui est stratosphérique. Et c'est vrai qu'il y a peu de temps qu'on y a vraiment accès. Et maintenant, en y ayant accès, on peut avoir un pilotage de l'entreprise qui est plus fiable, plus fin, plus précis. Et c'est extrêmement important. Je prends toujours une comparaison avec le permis moto. On vous dit qu'il faut regarder loin, large et juste pour voir, prévoir et anticiper. Et ces outils de tableau de bord, ça permet justement de voir loin, large et juste, et aussi d'avoir une échelle de temps qui est différente. On est souvent la tête dans le guidon, on regarde devant, et le tableau de bord permet juste de regarder un peu plus loin et d'appréhender notre activité de façon plus précise et plus fine. Est-ce que c'est comme on le dit souvent en technologie, une fois qu'on s'y adonne, on n'envisage plus la vie sans? C'est assez addictif en vérité. Pour le dire ainsi. En résumant, Jérémy, les bénéfices de cette approche-là, de manière globale, sur le pilotage d'activité, ils sont de quel ordre? Je dirais, on le sent bien ici. En fait, initialement, il n'y a pas besoin de tableau de bord pour piloter, tout le monde le fait, mais souvent ce pilotage se fait sur le ressenti, sur l'expérience, sur ce qu'on a l'habitude de faire. Je dirais que la BI et les tableaux de bord vont venir être une aide pour pouvoir prendre les bonnes décisions, détecter aussi des signaux faibles qu'on n'a pas vus, parce que justement on avait la tête un peu trop dans le guidon, de se relever aussi pour avoir une homogénéité de pilotage et de collaboration entre une vision qui est plus stratégique, celle du dirigeant, et sur des positions plus tactiques, opérationnelles au quotidien. C'est ce qu'on voyait dans l'illustration des tableaux de bord. Finalement, on peut avoir des visions qui sont à la fois très macro, où on va retrouver les indicateurs clés, les évolutions et les éléments pour le dirigeant, et la capacité à avoir des tableaux de bord avec des analyses beaucoup plus détaillées. Dans l'exemple, on avait des éléments sur la masse salariale, où là, on va être plus fin. On va pouvoir regarder par différents types de contrats, en fonction de l'évolution, le découpage entre les charges, etc. Et donc ça, c'est vraiment une grande aide et un grand bénéfice de la BI, c'est la capacité à comprendre et descendre dans la donnée pour pouvoir prendre une décision en se basant, certes, sur le ressenti, l'expertise, l'expérience, mais aussi sur les données telles qu'elles ressortent aujourd'hui de tous ces outils qui peuvent exister. Derrière tout ça, il y a aussi un gain qui est important, c'est l'efficacité opérationnelle. Derrière tous ces sujets, intelligence artificielle, on en a parlé ce matin, il y a aussi un gain opérationnel. Plutôt que de passer des heures un peu tous les jours, souvent beaucoup par mois et trimestriellement pour sortir ces reportings, l'idée c'est aussi d'arriver maintenant à automatiser toute la production de ces données en se branchant, en allant chercher la donnée directement dans les outils sources ou encore avec des extractions, un budget, etc. qu'on va pouvoir venir récupérer. Il y a un point important aussi, peut-être, et aller sur le dernier sur lequel je fais un focus, sur la qualité des données. On ne peut piloter que
ce qu'on regarde, et on ne peut améliorer la qualité que de ce qu'on mesure. Et le fait de mettre en place ces outils de BI a aussi une vertu, je laisserai peut-être après, si vous l'avez perçu dans vos expériences de mise en place, c'est le fait de commencer à regarder ces indicateurs améliore finalement la qualité, les règles de gestion qu'on va faire, parce qu'on commence vraiment à rendre concret ce qu'on est en train de piloter. C'est un peu comme l'IA ce matin, d'une certaine manière. Vu comme ça, si on regarde la big picture, ça a l'air facile et ça a l'air simple. Quand on va un peu dans le détail, c'est moins facile et moins simple. Puis là, on a des tableaux de bord avec plein de chiffres, on se dit, bah, c'est super, j'ai mes tableaux de bord et mes chiffres. Ça gamifie un peu la gestion au quotidien. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça à appréhender pour bien l'appréhender. Il y a des conditions de réussite qui ne sont pas juste l'outil, mais qui sont ce qu'on va faire de l'outil et ce qu'on va faire avec l'outil. Et je voudrais qu'on regarde ça un peu de plus près avec plusieurs aspects clés. Le premier, vous l'avez évoqué, Jérémy, vous l'avez évoqué, Romain, c'est la donnée elle-même. Tout ça n'existe que parce qu'il y a de la donnée et de la bonne donnée qui est récupérée en amont. Quelle problématique, Romain Issard, pose dans le champ du transport sanitaire la collecte et le traitement de la donnée et d'une bonne donnée? En quoi est-ce que c'est aujourd'hui, dans la culture, dans les pratiques, dans les métiers, quelque chose d'un peu compliqué dans le champ encore du transport sanitaire? Alors, ce qui est compliqué, c'est que ça, aujourd'hui, avec les évolutions réglementaires que l'on a, on a tout un tas de KPI qui arrivent naturellement et que chacun va devoir suivre. On l'a vu avec le taux de transport partagé, pour prendre des choses purement ambulancières, le taux de transport partagé ou le taux de missions certifiées. La difficulté de la collecte de la donnée, c'est que, pour reprendre l'adage, on pilote que ce que l'on mesure, mais on ne peut pas piloter juste en regardant le KPI. Il faut avoir une connaissance parfaite de tout ce que l'on veut faire et de savoir pourquoi on le fait. Si je prends un exemple très concret pour pas faire de la théorie, il y a des gens qui, je ne brosse pas parce qu'il est à côté, mais il y a des gens qui sont parfois un petit peu visionnaires et qui te disent autour d'un KPI, il faut que je sois, c'était il y a un an jour pour jour, il me dit, il y a Romain, il me dit, il faut que je sois à 90% de missions certifiées. Pourquoi? Il n'en avait pas l'obligation là, puisque vous connaissez tous votre réglementation, le tarif majoré n'était pas appliqué en fonction du taux de certification, mais parce que l'entreprise l'était. Mais parce que je sais que demain, pour pouvoir mettre potentiellement par exemple de l'IA autour de ma régulation, pour pouvoir piloter les choses, etc., le fait de monter à 90% de taux de certification va me permettre de fiabiliser ma donnée, va me permettre d'avoir une régulation qui est la plus propre possible et d'avoir des données qui vont remonter. Et après, une fois qu'on a ce KPI, de se dire, voilà, j'ai mon taux de certification des flux qui doit être à 90%, le plus important, c'est d'être capable de connaître parfaitement tous les pans de l'entreprise pour savoir les actions de management que l'on va pouvoir mettre en place pour pouvoir atteindre ce taux-là. Parce que quand je dis qu'il ne faut pas piloter par le KPI, c'est-à-dire qu'il y a la chose facile, il aurait pu aller, je prends son exemple, mais ça a été le cas de d'autres, dire j'ai besoin de 90% de taux certifié, et il va dans ses facturations, il râle un petit peu, on va dire oui ok, mais du coup tu vas te taper des heures supplémentaires, pas possible. Et donc on a dit, voilà, qu'est-ce que c'est la timeline pour arriver jusque-là? Et la timeline, c'était de se dire que en régulation, on allait mettre de l'IA pour faire de la certification des flux auto. C'était de se dire qu'il y avait de l'accompagnement et de la formation avec le personnel roulant pour arriver à faire ces choses-là, etc. Et c'est le management plus que l'outil, parce que l'outil s'est adapté au management, qui vient faire que le taux est atteint aujourd'hui, par exemple. Je reste tout de même sur mon champ, c'est-à-dire l'amont de ça. Si je fais mon indicateur, qui est le taux de certification, comment je sais de quelles données je vais avoir besoin pour ça, et comment je sais que je vais remonter de la bonne donnée, parce qu'on peut remonter de la donnée qui n'est pas de la bonne donnée. C'est quoi les données qu'il faut que j'ai pour tel ou tel indicateur, comment je le sais, et comment je sais que c'est de la bonne donnée que je remonte? Là, après, c'est un peu de la confiance avec l'éditeur et de la bonne connaissance métier. C'est-à-dire que là, par exemple, quand nous, on va étudier ce taux de certification, ce qui est important, c'est aussi de savoir pourquoi on n'atteint pas le KPI en question et d'être capable de sortir des KPI qui sont sous le KPI. C'est-à-dire que là, on va fiabiliser la donnée en allant vérifier pour chaque mission. Bon, vous connaissez le principe de la certification, mais le principe de la certification des flux va venir dire pourquoi la mission n'est pas certifiée en mettant les messages d'erreur. C'est parce qu'il va me manquer X positions GPS et potentiellement j'ai un problème de boîtier. Il va me manquer des positions GPS où l'horaire ne correspond pas au niveau de la prise en charge et de la dépose, etc. Et donc nous, on va traiter le KPI des messages d'erreur pour venir faire des conseils aux ambulanciers pour leur dire, voilà, pour atteindre ce KPI-là,
les données que l'on reçoit de GPS, des smartphones, des régulateurs, etc., nous donnent ces erreurs-là. Tu as 20% des erreurs, c'est autour de la prise en charge et de la dépose parce que le statut n'a pas été passé correctement. Comment on le gère? Est-ce que c'est via une fonctionnalité que l'on a développée ensemble, ou est-ce que c'est via du management, ou est-ce que en fait on élimine cette erreur-là parce qu'on va prendre trop de temps et on passe à la suivante? Jérémy, un peu même question. En effet, comment est-ce qu'on différencie la bonne donnée qu'on va collecter de la mauvaise donnée, et comment est-ce qu'on optimise justement ce traitement de la donnée dans des métiers, alors le transport sanitaire en est un, mais d'autres, où on n'a pas l'habitude de ça à la base, on n'a pas l'habitude de saisir, de récupérer, de remonter, de penser son activité par rapport à ça? Je dirais, et vraiment pour rejoindre le point, c'est vraiment l'aspect métier qui va faire toute la différence, parce qu'au final, il n'y a que l'utilisateur final qui est capable de dire est-ce que ce qui sort est pertinent ou pas, parce que c'est celui qui connaît son métier, c'est celui qui connaît les éléments. Et on voit bien le lien entre la finalité, je dirais l'indicateur est un peu à cheval entre justement, vous le disiez, de quelles données on a besoin, et surtout pour en faire quoi. Et on arrive finalement en remontant la chaîne de comment cette donnée elle est produite, et quel est le processus qui va vraiment produire la donnée. Est-ce que c'est un opérateur? Est-ce que ça remonte d'un outil? Quand c'est par un opérateur, comment est-ce qu'on est capable de contrôler la saisie? Je prends un exemple que tout le monde a déjà vu, mais est-ce que c'est un champ texte où on peut saisir n'importe quoi et on peut se retrouver avec deux noms d'hôpitaux qui veulent dire la même chose mais qui sont tapés de façon différente? Ou est-ce qu'on le gère via une liste déroulante et au final on ne laisse pas le choix à l'utilisateur, et donc forcément l'analyse sera un peu plus qualitative si on fait une analyse par hôpital. Donc le prisme, je dirais, et l'élément de l'indicateur est assez central, puisque à la fois par la connaissance métier de l'indicateur, de pourquoi on en a besoin et de quelles données on a besoin pour le produire et quel processus produit cette donnée, on est capable, tout au long de la chaîne de traitement qu'on a vu, de mettre les niveaux de contrôle. En amont sur la saisie, on peut aussi, comme on l'a dit, exclure certaines données qui ne sont pas pertinentes parce qu'on va passer plus de temps à la produire. Et peut-être il y a aussi un autre point, et peut-être le dernier, c'est qu'il ne faut pas viser 100% de qualité non plus. On est sur un indicateur de gestion. Et parfois, il vaut mieux prendre une décision avec 90% de qualité que d'attendre 100% pour prendre la bonne décision. Donc c'est aussi un point important, c'est de se dire quel niveau de qualité j'ai besoin pour piloter 100% dans certains cas, parce qu'on est sur une donnée financière comptable et que peut-être il y a un certain besoin. Sur de la gestion, souvent on accepte aussi d'avoir un peu moins de qualité, mais ne serait-ce que d'avoir cette information vient compléter ce qu'on a dit tout à l'heure, l'expérience, le ressenti pour prendre la bonne décision. Au retour là aussi sur le terrain, Romain Renard, et je vous poserai la question Frédéric après, ce travail de collecte et de culture de la donnée, comment vous l'avez mis en place au sein de l'entreprise et quelles difficultés ça a posé concrètement? Déjà, on a dû cartographier un peu nos besoins et savoir quelles sont les données dont on trouvait l'utilité. Effectivement, alors là, il fallait avoir la donnée propre. Mais l'idée, quand on a cartographié nos besoins, on a relevé des points précis, notamment la certification, notamment le taux de transport simultané, etc. Et à partir de ces points-là, on a essayé d'analyser aussi, parce que trop de données, ça peut manquer de lisibilité. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de revoir quelques KPI précis pour tout le monde, qui puissent être acceptés et compréhensibles par toutes nos équipes. Et après, on les a adaptés pour les remettre en production et que chaque équipe les prenne en main et les analyse, quoi. Voilà. Frédéric? Le problème d'effectivement de donner ces masses de données accessibles assez facilement, ça nécessite quand même une petite formation. On ne peut pas se lancer brutalement dans l'extraction de ces données et dans le croisement de ces données. Ça peut être dangereux, ça peut donner une mauvaise indication, parce qu'on n'a pas bien choisi, et ça nécessite effectivement, comme dit mon collègue, un travail en amont de ce dont on a besoin, de quel type de données on a besoin et de comment les croiser. Et surtout, moi je viens du monde de l'ingénieur au départ, c'est d'avoir l'ordre de grandeur de ce qui va sortir. Parce qu'effectivement, quand on croise les données, on ne connaît pas le résultat que cela va donner. Enfin, on a une idée de ce que ça va donner, mais on veut le certifier, entre guillemets, parce qu'il va sortir. Et il faut quand même déjà avoir un ordre de grandeur. Effectivement, les éditeurs nous fournissent des résultats comme le taux de transport partagé, c'est des données qui sont fiables, mais je dirais qu'à la limite, ceux-là, ils nous sont fournis facilement, automatiquement, sans qu'on aille les chercher et qu'on aille les calculer nous. Mais il y a plein d'autres renseignements qui peuvent, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais
qu'on a besoin ponctuellement d'aller chercher et qui ne sont pas fournis systématiquement avec l'éditeur. Mais dans tous les cas, il faut un petit peu de formation et beaucoup de préparation en amont pour obtenir quelque chose de valable. Jérémy, tout ça, ça dit qu'il y a vraiment un temps et une démarche d'appropriation à mettre en place de l'outil. On ne pose pas l'outil et puis voilà, on appuie sur des boutons, ça marche. Il y a des phases d'appropriation, de formation. Si on les découpe, ça se joue comment un petit peu ? Je dirais déjà dès le début, quand on souhaite mettre en place ces tableaux de bord et ces indicateurs, c'est d'avoir une vision assez stratégique qui porte ces éléments. Et un sponsor, on en a aussi parlé ce matin avec l'IA, c'est d'avoir un acteur clé, quelqu'un qui va porter ces éléments et définir la vision de ce qu'on souhaite en faire, pour en faire quoi. Et à juste titre, on a de plus en plus de données et parfois on veut faire le souhait d'avoir de plus en plus d'indicateurs pour piloter à peu près tout et parfois n'importe quoi. Et le but d'un sponsor, déjà au début, c'est d'arriver à fédérer déjà sur une vision et d'aller par le principe de petits pas. On démarre sur un premier périmètre, un premier jeu d'indicateurs et ensuite on va venir creuser et étendre. Donc je dirais que ça c'est un enjeu important avant même la formation et les différents points, c'est de définir un peu une vision assez claire de ce qu'on veut en faire dans un premier temps pour cette partie tableau de bord. Un deuxième point, c'est de savoir pour qui. On ne fait pas le même tableau de bord pour un dirigeant que pour le régulateur qui doit avoir une visu sur des indicateurs et des éléments différents. La granularité est différente, etc. Donc le fait de savoir pour qui permet aussi dès le début de projet d'embarquer des référents pour co-construire les règles de gestion, les indicateurs et les tableaux de bord pour qu'il y ait la meilleure adoption dès le début de projet. Je rejoins ce qui a pu être dit sur la formation, ça nécessite aussi un peu de formation. Souvent, c'est des nouvelles choses qu'on a toujours fait sous Excel, on a toujours récupéré des données, copier-coller, on le met dans Excel, on fait les petits graphiques, donc c'est un peu l'origine, je dirais, de la BI. Mais maintenant, les outils permettent de faire quand même plus. Il y a aussi pas mal d'écueils à éviter sur les traitements. Donc cette partie, je dirais, formation permet d'acculturer les collaborateurs sur ces différents aspects. Et enfin aussi, peut-être un dernier point, c'est quelle autonomie on souhaite avoir sur ces sujets. Enfin, au même titre qu'un outil et qu'un éditeur, est-ce qu'on veut être sur plutôt uniquement l'usage de la solution ou est-ce qu'on veut être en autonomie sur la capacité à faire évoluer, à traiter, à créer de nouveaux indicateurs et donc l'impact que ça a aussi sur qui on doit embarquer dans l'entreprise pour mettre en place ce type de solution. Alors, on a bien compris ce qu'était cet outil, on a bien compris comment l'implanter, on a l'outil, on a le dashboard, le tableau de bord. Maintenant, on va inventer la vie qui va avec. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère avec ça? Je reviens vers vous, Romain Issarp. C'est un peu ce que vous avez abordé tout à l'heure sur cet exemple de la certification. Je voudrais qu'on revienne dessus. Comment est-ce qu'on réinvente la gestion de son activité sans rentrer dans le travers d'une gestion par le chiffre uniquement? Parce que du coup, on a plein de chiffres qui clignotent partout, des objectifs, des indicateurs de tout. Comment est-ce qu'on gère mieux avec ça sans se mettre à foutre la pression à tout le monde tout le temps, pour le dire autrement? Alors, il n'y a pas de recette miracle pour ça en réalité, parce que même si tout le monde fait grosso modo le même métier, il y a autant de manières de manager son entreprise qu'il y a d'entreprises de transport sanitaire. Et je prenais l'exemple de la certification des flux, mais moi, tous les jours, je discute avec les clients. J'en ai un qui va me demander 90% de taux de certif, j'en ai un qui va me demander d'optimiser ses transports avec de l'IA, j'en ai un qui va me demander de baisser de 40% sa masse salariale du personnel de facturation, etc. Nous, ce que l'on essaie de faire tout le temps, c'est de se dire, si vous êtes convaincu de pourquoi vous voulez faire les choses, on va vous accompagner pour les faire. Après, la difficulté, c'est d'arriver à hiérarchiser tout le temps l'importance des KPI que l'on veut mettre en place en fonction des événements qui arrivent dans le contexte que l'on a. Aujourd'hui, pour reprendre par exemple la masterclass que vous avez fait ce matin, on a beaucoup travaillé tous les éditeurs, je ne parle pas de Lomaco, autour de l'optimisation des régulations, qui est quelque chose de très très important. Maintenant, tout le monde n'est pas prêt à mettre ça en place pour diverses raisons dont vous avez parlé ce matin. Et il se trouve qu'en juin 2027, il y a une réforme autour de la tarification qui va bousculer les enjeux parce que en 18 mois, est-ce qu'on est capable de mener aussi bien le travail sur l'optimisation de ma régulation que je suis capable de dire que je vais atteindre les 90% de taux de certification? Et nous, notre travail avec les ambulanciers, c'est de toujours peser le pour et le contre et de leur dire aujourd'hui, tu es à 40% de taux de certification,
Dans 1 an et demi, si tu n'es pas à 90%, ça veut dire que tu as 50% de tes missions dont la prise en charge, grosso modo, va passer de 57 € à 44 € sur un tarif socle minoré. Tu fais ton calcul, est-ce qu'on a plus à gagner à développer ce pan-là ou à développer le pan de la régulation? Est-ce qu'on peut travailler sur les deux? Est-ce qu'on peut se faire une timeline en se disant, en atteignant un objectif, au milieu, on peut fiabiliser la facturation, fiabiliser les choses, etc. Comme on parlait du chiffre d'affaires sur TTE qui est souvent évoqué, c'est facile, on peut travailler sur le numérateur, sur le dénominateur, mais le temps de travail effectif, est-ce qu'on cherche à l'augmenter ou est-ce qu'on cherche à baisser les heures sup? Est-ce qu'on fait un accord d'entreprise pour dire qu'on essaie de artificiellement entre guillemets augmenter le temps de travail effectif pour pouvoir augmenter sa marge ou est-ce qu'on essaie de réduire les choses? Toutes ces choses-là sont très compliquées et du coup ça rend les choses très intéressantes pour nous, mais tout le temps on essaie avant d'aller vers l'acquisition de la donnée et potentiellement faire des modifications de fonctionnalités, de se demander pourquoi on veut le faire et comment le fait d'arriver à ça va pouvoir venir simplifier et optimiser chacun des pans de l'entreprise. Romain Renard, est-ce qu'il y a véritablement une transformation de la manière de gérer qui se fait à partir de ça? Est-ce que ça soulève de nouvelles questions? Est-ce que ça amène aussi à penser le management, les process différemment, à ouvrir de nouveaux chantiers et de nouvelles manières de faire? Effectivement, parce que déjà on se dit que l'outil seul ne suffit pas et qu'il faut accompagner les équipes. Déjà en premier, il y avait bien de la formation à faire, il faut expliquer pourquoi on met en lien ces changements. Par exemple, on peut montrer un responsable d'exploitation qui peut anticiper des pics d'activité, donc ça peut lui faciliter la vie. Et en fait, l'idée, c'est qu'on a essayé de vraiment montrer à toutes les équipes l'intérêt qu'ils peuvent avoir à utiliser ces moyens, parce que d'avoir un pilotage en temps réel, c'est toujours pratique. Et qu'après, il y a toujours un petit peu de résistance au départ, mais il a fallu révolutionner un peu notre façon de penser et la façon de penser des salariés pour qu'ils l'acceptent, quoi. Et ça permet aussi, comme le disait l'autre Romain, si je puis dire, de penser finalement des sujets différemment, de changer les modèles de management aussi des équipes et d'un certain nombre de sujets. Oui, forcément, parce qu'on n'avait pas forcément les bonnes pratiques et que pour la prise d'appel, typiquement la première prise d'appel, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que si on rentre n'importe quel hôpital avec n'importe quel nom, ça marchait avant. Sauf que maintenant, vu qu'on veut avoir la donnée la plus propre possible, on doit forcément mettre le bon terme générique pour l'hôpital Tartampion, quoi, en fait. Donc ça change déjà. La première pratique, c'est reprendre en fait le métier depuis la prise d'appel jusqu'à la dépose du patient. On révolutionne tout de bout en bout, oui. C'est plus du tout de l'artisanat. En fait. Frédéric, vous avez l'impression que depuis que vous les gérez et maîtrisez un peu ces outils, ça vous fait gérer l'activité et gérer le management aussi des personnes avec lesquelles vous travaillez différemment? Alors, oui, effectivement, la gestion avec les établissements est beaucoup plus simple. On a une chance inouïe, c'est que on est probablement ceux dans la chaîne de soins qui avons le plus de données et qui avons accès aux données. L'hôpital, il n'y a pas accès, la CEPAM, c'est parcellaire, l'ARS, j'en parle même pas, alors que nous, on a accès à ces données-là. Je vais prendre deux exemples très simples. Vous avez votre hôpital dont vous avez la charge qui vous appelle, comment ça se fait, vous êtes toujours en retard, c'est le bordel, enfin voilà, ça se passe mal. Avec ces outils-là qu'on a maintenant, l'accès à la base de données, on a nos PDA qui nous donnent les heures d'arrivée, les outils de commande qui nous disent l'heure à laquelle on devait être présent, et voilà. Et on peut effectivement sur une semaine être en retard. Pourquoi on a changé de régulateur, pourquoi l'équipe était moins bonne, pourquoi on a changé la secrétaire d'accueil de l'établissement. Mais on peut montrer sur le temps long qu'effectivement il y a eu un épiphénomène de notre ressort ou du leur, mais que sur 6 mois on est à 95% en avance ou à l'heure. On peut aussi voir que dans un établissement, le dépôt d'un patient ou la prise en charge d'un patient est plus lente qu'avec les autres. On a la moyenne des temps de prise en charge sur tous les établissements dont on s'occupe. On le sent, on se dit, putain, là il passe du temps. Alors au début on dit c'est nos équipes qui traînent et il y a une machine à café qui est meilleure. C'est stupide. Alors qu'en vérité, c'est pas dû à nos équipes qui font leur maximum, c'est dû au fait que dans cet établissement, on n'arrive pas à prendre en charge rapidement. Et grâce à l'exploitation de toutes ces données-là, on arrive à aller à l'établissement en leur montrant nos temps moyens de sortie et en leur montrant que chez eux, ça prend en moyenne 5, 7, 8, 10 minutes de plus et que donc, on a une difficulté. Et en général, ça s'avance. Et personne ne peut nous opposer quoi que ce soit. On est les seuls à avoir la donnée. Et ça, c'est et on peut avoir les mêmes choses avec nos salariés et avec tout type de choses. Parce que justement, on a la donnée et que maintenant, on nous laisse l'accès
à ces données qui sont à nous, je le rappelle. L'éditeur de logiciel, voilà, mais les données sont à nous. Elles ne sont pas à l'éditeur de logiciel. Il nous fournit toutes les données basiques, le transport partagé, le ratio d'indus, tout un tas de choses qui sont déjà, dont on a besoin, forcément. Mais ils nous les fournissent déjà dans des dashboards tout faits, tout bien propre, nickel. Mais on a des besoins spécifiques. Tout simplement, on a un retard dans un hôpital, tout simplement un équipage qui fonctionne un peu moins bien que l'autre. Est-ce que c'est une perception? Est-ce que cet équipage est fatigué à ce moment-là? Et on se rend compte que sur le temps long, ben non, ils sont très bien. Mais donc, on a besoin d'aller échanger avec eux. C'est vraiment un outil qui est primordial, parce que tous les outils primordiaux nous sont fournis, mais des fois, on a besoin pour l'exploitation d'aller chercher sur le temps long des explications, et encore une fois, on est les seuls à l'avoir, cette donnée. Ce qui veut dire que plus on gère avec ces outils, plus on les fait évoluer. C'est-à-dire plus on va chercher de nouveaux indicateurs, on va les personnaliser, on va les affiner aussi en fonction de la réalité de son métier. Juste Romain Renard, en écho à ce que dit Frédéric, est-ce que ça vous aide aussi à objectiver le dialogue que vous pouvez avoir avec les tutelles, les ARS ou les CEPAM notamment, et est-ce que ça aide aussi à ce qu'on évoquait ce matin, c'est-à-dire les difficultés de facturation ? Ah bah effectivement, de toute façon, on peut leur amener déjà des chiffres factuels, donc ce qu'on ne pouvait pas faire avant, en fait. Donc c'est les chiffres que nous amenaient les caisses ou les ARS, c'était que leurs chiffres à eux, on n'avait pas de données réelles chiffrées. Maintenant, avec ces outils, on peut les amener et on peut les opposer. Après, le reste de la question, c'était quoi? C'était sur la facturation. On se disait ce matin et on voyait à quel point c'est difficile de s'y repérer dans la masse des indus, le fait de revenir derrière, etc. Est-ce que ça peut aider à... Maurice le disait ce matin, on ne retrouve pas forcément les facturations, on ne retrouve pas forcément les retards de paiement ici ou là. Est-ce que ça peut aider à optimiser la gestion de ces factures et de ces retards ? Alors ça peut nous aider en voyant, en pointant des problèmes qui peuvent exister, notamment si on s'aperçoit qu'on a beaucoup de factures à éditer ou de factures en attente de paiement, ou des factures, des relances. Oui, c'est une grande utilité de pointer des problèmes en fait. L'idée c'est qu'on arrive avec des données précises, on arrive à pointer le problème et à agir dessus. Et pas avoir une vision générale où je peux dire que ma facturation elle n'est pas bonne. Ouais, on peut agir vite le plus tôt possible. Oui, pour compléter ce qu'il dit, en fait, c'est qu'il a évoqué le sujet tout à l'heure. Ce qui est important, c'est autour de toutes les évolutions réglementaires, c'est qu'il y a quand même une évolution du management et de la façon d'aborder l'entreprise d'ambulance telle qu'on la connaissait, que moi je l'ai connue quand je suis arrivé il y a une dizaine d'années, qui a complètement évolué. Quand on parle de la facturation, quand on parlait de la certification des flux, à l'époque, quand on parlait de la facturation, on avait la régulation qui devait faire son travail et vraiment envoyé, et si dans les véhicules déjà ils nous passaient les statuts, c'était très bien. Aujourd'hui, avec les évolutions réglementaires, on a été obligé de se dire qu'il fallait qu'on déporte le maximum de l'activité de la collecte de la donnée dans le véhicule avec le personnel roulant, parce que c'est eux qui sont au plus proche des choses, pour essayer de sanctuariser la facturation pour qu'elle devienne en gros du contrôle de gestion demain. Et donc du coup, ça a été un gros travail de management pour eux, c'est pas moi qui l'ai fait, mais de se dire aujourd'hui comment on fait. On sait qu'on va faire des économies côté facturation, on sait qu'on va faire on va être plus performant en termes de trésorerie. Il faut qu'on arrive à ce que notre personnel roulant, ils nous passent les statuts au bon moment. Est-ce qu'on peut le faire par de l'IA, donc ce que l'on a fait, donc on leur fait passer les statuts automatiquement, mais en contrepartie, est-ce qu'on peut leur demander de prendre en photo les PMT et du coup que le logiciel les intègre directement et que du coup on ait moins de papier? Est-ce qu'on peut leur demander de flasher les QR codes des cartes mutuelles? Est-ce qu'on peut leur demander de scanner les cartes vitales? Et donc tout ça, par plein de choses, ça a été de l'incentive, ça a été plein de choses, mais pour essayer de effectivement sanctuariser la facturation. Et du coup, en termes de management, on a déporté beaucoup de la charge de la fiabilisation de la donnée et de la récolte de la donnée auprès du personnel roulant pour essayer de sanctuariser ce qui se passe au bureau, qu'elles se concentrent sur ce pourquoi elles sont productives, ce pourquoi ils sont productifs, donc la relance et juste de la facturation et du contrôle de gestion. Dernière petite question avant de passer à la salle et aux échanges que l'on va pouvoir avoir sur le sujet. Avec vous, Jérémy, là encore, quelle est la valeur d'intérêt pour des petites structures, toutes petites structures? Est-ce que c'est des outils pour elles? Là encore, est-ce que ça leur est utile et est-ce qu'elles peuvent se le payer? On le voit bien et je pense qu'on l'a entendu, il n'y a pas de taille. Je dirais, de la plus petite à la plus grande, l'enjeu il est de piloter. Je dirais le point d'attention, on ne pilote pas une grande comme on pilote une petite, et peut-être la nature des indicateurs, les besoins, le niveau de détail ou le niveau de contrôle est différent. Et ce qui va changer, c'est ces éléments. Par contre, qu'on ait une petite entreprise avec une petite flotte ou beaucoup de collaborateurs,
derrière, il faut piloter, il faut savoir où est-ce qu'on va, il faut savoir analyser quand ça va pas, anticiper. Et donc, je dirais, il n'y a pas de seuil pour se dire non, je suis en dessous de 5 véhicules ou de 5 collaborateurs, j'y vais pas, au-dessus, j'y vais. Donc, il n'y a pas de point particulier. On voit aussi que c'est des outils maintenant qui sont très matures sur le marché. Il y a encore peut-être 12-13 ans, ça pouvait coûter très cher de mettre en place et de prendre un outil de BI pour collecter de la donnée. Aujourd'hui, ce sont des outils qui sont devenus abordables et on le voit bien, qui sont déjà présents naturellement chez les différents éditeurs. C'est ce qu'on appelle la BI embarquée. L'outil métier permet déjà de sortir de l'information. Et je dirais les autres outils BI qui sont plus généralistes, qui ont la capacité à croiser toutes ces informations, d'aller chercher dans l'outil métier des données d'activité, de les croiser avec des données financières, de le regarder par rapport à un budget et de le regarder sur le temps long. Donc l'enjeu, il est là. Et je dirais, il n'y a pas de limite particulière, en tout cas, que ce soit maintenant, aujourd'hui, sur la complexité ou le coût qui est lié. Est-ce qu'on peut allumer la salle pour prendre quelques questions, quelques réactions de la salle sur toutes ces notions que l'on a abordées et ces outils un peu innovants que certains d'entre vous connaissent et que d'autres vont rencontrer probablement bientôt? Oui, est-ce que vous avez quelques remarques, questions à nos intervenants là-dessus? Il faut demander à ChatGPT, dit Dominique Huneau. ChatGPT, peut-être pas. Est-ce qu'il y a... Oui. Alors, je viens avec le micro, oui, Guillaume. Bonjour à toutes et à tous, Jamel Masser de la NAP. En tout cas, merci beaucoup pour cet exposé extrêmement clair qui montre l'importance de ce type d'outillage pour le pilotage de vos activités. Alors, je vais faire un pas de côté, et là je vais me dresser aux éditeurs. Est-ce que vous n'envisagez pas de proposer vos services aux établissements de santé pour avoir le pendant en termes d'indicateurs côté hospitalier? Alors c'est avec grand plaisir. Pour le coup, avec les établissements de santé, effectivement, alors il ne faut pas être jugé parti. Nous, on est quand même... Quand on est éditeur de RP dans le monde de l'ambulance, on est quand même très souvent aussi connoté comme des ambulanciers et quand on arrive, on a quand même cette vision-là. Donc nous, au niveau des établissements, on l'a évoqué, on a effleuré le sujet un petit peu, la collecte de données, le BI va pouvoir permettre surtout aux ambulanciers de venir, comme ça a été dit tout à l'heure, pouvoir potentiellement manager ce qui se passe avec les établissements autour de temps d'attente qui sont trop longs, etc. Mais va aussi pouvoir fiabiliser la traçabilité que l'on a dans l'établissement des contrats entre les établissements et les ambulanciers. Et j'ai bon espoir que demain, en étant capable de sortir des KPI au niveau de l'activité ambulancière pour tel ou tel contrat d'établissement, en étant le plus précis possible, on soit capable pour eux de venir discuter de choses qui seraient plus intéressantes parce qu'ils montreront de la traçabilité et qu'on aura une confiance avec les établissements qui sera importante. Après, si on pouvait effectivement croiser les données et travailler efficacement avec les éditeurs de RP dans les établissements, ce serait avec grand plaisir. Mais pour être très franc, souvent ils en ont un peu rien à faire des transporteurs. Donc on fait pour l'instant un peu comme on peut. Autre question, suggestion ou réaction à nos intervenants? Est-ce qu'il y a dans la salle d'autres points que vous souhaitez aborder, évoquer sur ces sujets-là, dans le cadre de notre masterclass? Pas d'autres points, pas d'autres questions qui vous viennent? Eh ben alors, bon dashboard. Merci à vous quatre pour nous avoir évoqué ces aspects-là et la révolution de cette gestion au quotidien.